Bien, bonjour à tous. Je souhaite déjà remercier les membres organisateurs de Gilard pour cette présentation sur le prélèvement d'organes Maastricht 3 avec différentes visions. On va commencer par la vision du médecin coordinateur que je représente aujourd'hui. La présentation est assez courte, 10 minutes, le temps imparti assez léger. Donc j'ai pris le parti pour cette première diapo de comparer en fait le M3 et la mort encéphalique afin de souligner le particularisme de ce M3. Alors effectivement, le prélèvement Maastricht 3 par rapport à prélèvement dans le cadre d'un mort encéphalique a la même finalité, c'est le prélèvement d'organes chez des patients qui sont décédés, mais il y a un abord différent. Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'il s'agit de patients dits cérébro-lésés, mais les circonstances de décès, les circonstances de survenue du décès est différente. Sur la colonne de droite, vous allez avoir plutôt le M3, la mort encéphalique sur la partie de gauche. Je vais comparer certains points, vous allez voir. En ce qui concerne le M3, le décès survient dans les suites d'un arrêt cardiaque. On parle plutôt d'arrêt circulatoire, mais après un arrêt des thérapeutiques, c'est-à-dire que c'est un arrêt cardiaque qui est contrôlé, provoqué, avec une date et une heure qui ont été choisies, contrairement à la mort encéphalique où le processus généralement hémorragique intracérébral va entraîner un arrêt circulatoire cérébral à un moment donné qu'on ne maîtrise pas, le jour, la nuit. Première différence. Deuxième différence, c'est le diagnostic du décès entre le M3 et la mort encéphalique qui est différent, puisque pour le M3, le décès est constaté cliniquement après une période d'arrêt circulatoire de 5 minutes, qu'on appelle le no-flow, on y reviendra, et surtout, ça ne nécessite pas d'examen complémentaire, style électroencéphalogramme ou angiographie scanner, contrairement au décès diagnostiqué dans le cadre d'une mort encéphalique, où là, le diagnostic se fait selon le décret de 1996 avec un examen clinique et un examen paraclinique pour vérifier effectivement l'irréversibilité des lésions par une angiographie scanner cérébrale. Le diagnostic de décès dans le cadre du Maastricht 3 se fera par un médecin, pour la mort encéphalique par 2 médecins qui signeront le procès-verbal, qui va permettre d'interroger ensuite le registre national des refus. Et encore ici, les circonstances du M3 fait que c'est différent, puisque le registre national des refus se fait systématiquement, de toute façon, après le diagnostic du décès, mais se fait juste avant la pause de la circulation régionale normothermique, et donc se fait en tout cas après avoir discuté avec les proches pour rechercher la non-opposition, alors que dans le cadre de l'état de mort encéphalique, l'interrogation du registre national des refus se fait avant de rencontrer les proches. Enfin, la chose la plus particulière pour l'M3, c'est le fait qu'il y a une certaine technicité, une action qui est menée sur le patient alors qu'il n'est pas encore décédé, qui est généralement fait la veille de l'arrêt thérapeutique, et je parle notamment de la pose des désilés artériels et veineux qui vont servir en fait à la pose des canules par la suite le lendemain. Et puis il y a également cette technicité particulière liée à la mise en route de la circulation régionale normothermique. Donc ces éléments-là n'existent bien évidemment pas pour l'état de mort cérébral encéphalique. Donc tout ça pour souligner le fait que ces différences nous font dire qu'en fait la mise en place déjà d'une procédure Maastricht 3 d'un établissement nécessite d'appréhender tout ce que je vous viens de dire, et ça pose forcément la question parmi les professionnels qui vont œuvrer dans ce domaine. Et quand on met en route un M3 dans l'établissement, il faut bien compter 2 à 3 ans en passant par des espaces de dialogue, un espace éthique, une procédure à mettre en route qui est très très lourde. Voilà, premièrement. Deuxièmement, un abord des familles qui va être différent entre l'état de mort encéphalique et le M3, puisque les informations seront plus différentes, seront plus complexes. Il y a plus de nature à discuter avec eux, plus d'éléments à leur apporter, avec un niveau de compréhension qui parfois peut être un peu difficile. Là, je vais vous présenter quelques chiffres, à la fois lillois, puisqu'on est à Lille ici, de notre activité, mais surtout l'activité nationale. L'activité Maastricht 3 ici a commencé en 2017 à Lille. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1000 décès dans les services cibles dans notre établissement. Il y a à peu près 6% d'arrêts thérapeutiques dans le service. Quand on soustrait les contre-indications primaires, etc., et les refus, on arrive à peu près à
on arrive à peu près à 30 patients recensés, et on arrive à en prélever donc en 2022 14. Donc c'est une nouvelle source de donneurs qui nous est offerte. On verra pourquoi dans les caractéristiques de ces patients décédés après, qui nous ont permis donc de greffer en 2022 28 reins, 11 foies et une activité pulmonaire qui a été commencée également l'année dernière. Alors ça représente malgré tout à Lille 24% de nos prélèvements, c'est énorme. Et je le répète, c'est une catégorie de patients qui n'évoluait pas de toute façon vers l'état de mort encéphalique. Donc c'est une nouvelle source de donneurs qui est véritablement importante. Sur cette courbe graphe, vous voyez en fait en vert l'activité de prélèvement issus de patients en état de mort encéphalique et en orange les patients issus de Maastricht 3. Donc 24%, et vous voyez l'impact du Covid sur l'influence sur les deux graphes à partir de 2019. Alors en France, c'est un petit peu différent les chiffres. À l'heure actuelle, ça représente 14% des prélèvements. En 2022, il y a eu 1460 personnes prélevées en état de mort encéphalique contre 235 Maastricht 3. On est loin un petit peu des chiffres souhaités par l'Agence de la médecine dans le cadre du plan greffe 2022-2026. Ça va certainement augmenter lié à l'ouverture de nouveaux centres. Alors quelque chose qui est intéressant également, et je voudrais vous présenter, c'est le taux de conversion en fait entre les patients recensés et les patients prélevés au final. Vous avez la courbe, le graphe en marron, ce sont les patients, le taux de conversion pour les états de mort encéphaliques évoluant sur les différentes années, et en orange, le taux de conversion pour les patients issus de Maastricht 3. Vous voyez que le taux de conversion est moindre pour le patient Maastricht 3, et notamment en 2020. Alors pourquoi il est moindre pour le Maastricht 3 ? C'est lié en fait qu'il y a un taux de contre-indication pour les patients recensés qui est plus important pour les Maastricht 3 que pour les personnes recensées, d'autant plus en 2020 où l'âge d'inclusion des patients a été majoré de 60 jusqu'à 70 ans, et puis un taux de refus important auprès des proches. Les chiffres français sont de 42% de refus pour les Maastricht 3, 38% pour les états de mort encéphaliques. Ici à Lille, on avait un taux de refus qui était relativement faible jusqu'à maintenant, mais on arrive à 40%, on rejoint les chiffres nationaux. Alors une population qui est différente par rapport au sujet en état de mort encéphalique, notamment déjà au niveau du sexe. Alors il y a une surprésentation masculine dans les deux catégories, mais plus importante pour le M3, 70% d'hommes. Et puis l'âge diffère également. En France, il faut savoir que c'est une population relativement plus jeune que l'on prélève, 55 ans en moyenne pour les Maastricht 3 contre 57 ans pour la moyenne d'âge des états de mort encéphaliques. À Lille, c'est un peu l'inverse, parce qu'ici, on a la particularité, malheureusement, de prélever des patients d'état de mort encéphalique un peu plus jeunes. Ce qui est intéressant également, c'est de voir la durée de séjour qui est différente. Pour les sujets en M3, ils vont en moyenne rester à peu près 7 à 8 jours en réanimation avant d'être proposés pour une procédure de Maastricht 3, alors que la durée de séjour pour les états de mort encéphalique est plus courte. Il faut savoir qu'un patient qui passe en mort encéphalique met 48 à 72 heures en règle générale pour passer en mort encéphalique. Alors pourquoi c'est plus long ? Parce qu'il y a le temps de l'évaluation, le médecin extérieur qui doit passer, un certain nombre d'examens paracliniques pour acter la latte, et c'est toujours un peu plus long. Alors les causes de décès diffèrent également dans ces deux types de populations. Vous savez que pour les états de mort encéphalique prédomine largement l'AVC hémorragique, c'est la première cause de décès chez nos patients qui sont prélevés, alors que pour les patients Maastricht 3, c'est principalement l'anoxie. Anoxie, on entend les arrêts cardiaques récupérés ou les pendaisons liées à un suicide. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, l'anoxie cérébrale n'entraîne pas d'hypertension intracrânienne, seulement dans 10%. Donc je répète, ce sont des patients qui n'évoluaient pas ou très peu vers la mort encéphalique. Alors, en fait, en pratique, comment ça se passe ? Nous, coordination, on est les garants de l'entièreté de la procédure. On doit s'assurer effectivement que tout aille bien pour le mieux et qu'on puisse accéder à des greffons de qualité. Donc ça commence par le service de réanimation qui va prendre la décision d'un arrêt thérapeutique selon leur procédure en vigueur. À partir de ce moment-là, la coordination va être appelée. Dans un premier temps, on va s'assurer de l'éligibilité de ce donneur au travers des antécédents, un premier bilan fonctionnel rapide et s'assurer d'une sécurité sanitaire, VIH, hépatite C, qui sont des contre-indications formelles au prélèvement. Donc un premier contact qui est fait, vous voyez de notre part
avec nos partenaires médicaux qui sont les réanimateurs et le médecin traitant. C'est ce binôme qui va rencontrer les proches et la famille au décours d'un entretien afin, de réexpliquer l'arrêt thérapeutique, de réexpliquer la finalité de ceci, de rechercher la non-opposition au prélèvement, d'apporter tous les renseignements qu'il faut concernant cette procédure, et puis un accompagnement qui se fera de toute façon jusqu'au bout. À partir de ce moment-là, donc, le dossier va être présenté à l'Agence de biomédecine et anonymisé sous la forme d'un dossier cristal. En cas d'acceptation, il va y avoir un certain nombre d'examens qui vont être réalisés pour évaluer les greffons. C'est un scanner abdominal, une fibroscopie pulmonaire et puis toute une batterie de biologie fonctionnelle, organe par organe. Donc à nouveau, nos partenaires médicaux, qui seront les radiologues, les laboratoires, sans oublier les médecins légistes et procureurs, parce que, comme je vous ai dit, ce sont des anoxies, pendaisons, et souvent il y a un problème médico-légal qui est beaucoup plus criant et beaucoup plus présent dans les M3 que la mort encéphalique. Ensuite, quand on aura fait le bilan fonctionnel, on va pouvoir commencer à envisager la mise au bloc opératoire qui se fera le lendemain, mais alerter dès à présent, en tout cas, nos partenaires chirurgiens, préleveurs, mais également les ophtalmologues, les plasticiens pour les prélèvements de tissus, les CCV et les cardioperfusionnistes qui s'occuperont de la CRN. Et puis, anticiper également le bloc opératoire avec les anesthésistes. Le matin même ou le lendemain, mais souvent le matin même, donc il y a je vous parlais de technicité du patient, il y aura effectivement la pose des désilés par le réanimateur sur le patient. Donc c'est à notre charge également, nous, coordination, d'apporter tout le matériel nécessaire et d'en faire la matériovigilance en tout cas. Le matin même, il y aura un briefing avec l'ensemble de l'équipe de réanimation, CCV, cardioperfusionniste, etc. Et on va pouvoir mettre en route, donc l'équipe de réanimation va mettre en route l'arrêt thérapeutique. Parallèlement, il y aura un débulage de la CRN avant la mise en route de l'arrêt thérapeutique. Et puis ensuite vient le temps du bloc opératoire, où là également notre rôle va être d'accueillir les chirurgiens, d'orchestrer l'ambulance, le conditionnement des greffos, de s'assurer de la biovigilance, de la sécurité sanitaire, etc. Et puis le temps de la restitution du corps, de la toilette mortuaire, etc. Quand tout ça s'est terminé, et à distance, effectivement, il y a encore des actions de matériovigilance, biovigilance, etc. C'est une diapo que j'ai voulu exprès charger parce que nous, on a cette vision globale de l'entièreté de cette procédure et on travaille avec différents partenaires médicaux qui n'ont pas forcément cette vision, mais nous, on est garant véritablement de cette procédure du début jusqu'à la fin. Je vais passer cette diapositive-là pour passer directement, et ça sera ma dernière diapositive d'ailleurs, c'est pour vous présenter un petit peu la procédure en tant que telle. Je vous ai parlé, on était garant un petit peu de l'entièreté de la procédure, mais on est garant également du timing au bloc opératoire, parce que contrairement à l'étalement encéphalique, donc il y a une chronologie à respecter. On a d'abord donc un arrêt thérapeutique qui est instauré à un temps zéro, et ça se termine donc à la pose de la CRN. Entre les deux, il y aura donc la survenue d'un arrêt circulatoire. L'arrêt thérapeutique, donc c'est une extubation terminale sous neurosédation profonde et continue. L'arrêt circulatoire qui va survenir dans un délai aléatoire. Après cet arrêt circulatoire, on va pouvoir faire une déclaration du décès. C'est le médecin réanimateur qui va le faire après une période de no-touch de 5 minutes. Entre la déclaration de décès et la CRN, on ne doit pas dépasser un délai d'environ 15 à 20 minutes. Donc ce délai entre l'arrêt thérapeutique et la CRN, c'est ce qu'on appelle l'ischémie chaude totale. Ce délai d'ischémie chaude totale, en fait, va se répartir également en différents temps, qui est, premièrement, c'est un temps important, c'est ce qu'on appelle la phase agonique, qui correspond entre l'extubation terminale et la constatation de l'arrêt circulatoire, qui doit être inférieur à 3 heures. C'est-à-dire si ça dépasse le délai de 3 heures, les greffons seront perdus. La moyenne, en général, c'est 15 à 20 minutes d'arrêt circulatoire. Un premier temps est important pour nous également, c'est la survenue d'une pression artérielle moyenne à 45 mm de mercure. Vous imaginez quand vous extubez le patient, la tension, l'hypoxémie va arriver, la tension va diminuer, la fréquence cardiaque également. Il y a une tension qui sera inférieure à 45 mm de mercure, et on appelle l'hypoperfusion donc, des organes qui s'installe et qui sera délétère bien évidemment pour les futurs greffons. Et donc il y a ce temps entre cette hypoperfusion des organes jusqu'à la CRN, qu'on appelle l'ischémie chaude fonctionnelle, qui est très importante pour le foie et le pancréas, qui ne doit pas dépasser 45 minutes pour le foie et pas dépasser 30 minutes maximum pour le pancréas. Ensuite, il y a un autre temps, et ce sera le dernier, c'est la période d'arrêt circulatoire
pour le prélèvement rénal, qui est situé entre l'arrêt circulatoire jusqu'à la pose de la CRN, qui ne doit pas dépasser 30 ou 50 minutes en fonction de l'âge du patient. Voilà, j'en ai terminé. Merci.